Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Le Bar à Théo. Salut les amiraux. Eh non, c'est pas les amiraux, c'est les généraux ce coup-ci. Pour redescendre un peu des étoiles et redescendre des choses plus terre à terre. Là tout va bien et donc on est heureux de se retrouver pour une émission où on va parler des nouvelles versions des règlements de tournoi, la 1.4 et la nouvelle version des modes de jeu, la version aussi 1.4. Une 1.4 qui a été assez longue à préparer parce qu'on en parle depuis quasiment 2 mois quand même, où il y a pas mal de bêta-tests, des petites communications de Simone qui ont été faites aussi bien sur les réseaux sociaux que sur leur forum. Donc et on voit là sur le produit fini que ça a été quand même bien travaillé, qu'il y a eu un gros retour de la part des joueurs quand même, et que ça a été écouté au final. Donc le jeu organisé reste très vivant et je pense que c'est vraiment le leitmotiv en fait des développeurs de vraiment supporter leur jeu en mode tournoi. Oui, après ça a été long, mais ça a été aussi. Ils n'ont pas fait de version 1.3. On est passé directement Non. de la version 1.2 à 1.4 et on va attaquer tout de suite par les règlements de tournoi. Il y a deux changements au niveau du pré-jeu. C'est le moment auquel on doit montrer ces deux listes d'armées à l'adversaire. Il faut les montrer avant de choisir la sienne. C'est déjà un peu ce qui se faisait en fait. Alors je suis d'accord, tout le monde faisait comme ça, tout le monde le montrait avant, mais normalement. Sauf que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais ça me paraît logique de la jouer comme ça. Donc c'est une bonne chose parce que voilà, c'est entre guillemets, ça officialise une procédure qui était utilisée par tous quasiment. Oui, tout à fait. Le deuxième gros point de changement sur le règlement de tournoi, ça va être sur la partie score et victoire. Le deuxième critère de classement ne va plus se faire sur le total des points de victoire, mais sur la différence des points de victoire entre les deux joueurs de la partie en cours. C'est une bonne chose pour ce second critère de classement. À voir si ça influera énormément ou pas, je pense qu'il y aura quand même une petite influence. La plus grosse influence va être sur les abandons, puisque sur le premier critère, sur victoire, défaite et nul, on passe de 2 points, 1 point, 0 à 3 points, 2 points, 1 point, et le forfait reste à 0. Tout à fait. Le forfait sera assez pénalisant. Donc voilà, donc pour moi, c'est deux petites choses qui peuvent être un peu légères, mais au final, qui vont avoir un impact sur le classement. Ouais, complètement. Surtout que, bon, on le verra pour la suite de la vidéo, les scénarios sont très orientés, ne sont plus trop orientés sur la poutre en elle-même, mais seront vraiment très très orientés sur les points de victoire. Sur les objectifs, ouais. Tout à fait. Donc on va passer à la version 1.4 des modes de jeu. Alors là, assez riche les changements. Ouais, et dès le début, j'ai envie de dire, une fois passé la page de garde, ça commence, c'est parti quoi. Dès le début du document, on a une mise à jour sur la mise en place du terrain. Donc là, il y a une inversion, donc on continue de mettre nos zones de déploiement comme préconisé par le scénario, et là, ce coup-ci, on place d'abord nos tokens objectifs, comme le préconise le scénario, et ensuite, on va pouvoir placer nos terrains. Donc sur les terrains, effectivement, il y a une randomisation qui est possible. En mode tournoi, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Chaque joueur va vouloir venir avec déjà ses deux listes d'armées et aussi son pool de terrain à proposer. Et en fonction des scénarios qui vont être joués, justement, ça va pouvoir permettre de contrebalancer les avantages de certaines listes en plaçant déjà nos tokens, sachant que selon les scénarios, les cartes qui permettent de scorer qui sont affiliées au token directement. Donc on sait tout de suite quel token va servir à quoi. Ça permet de remodeler le terrain à son avantage ou pas. Enfin, pas trop on va pas le modeler à son désavantage non plus, quoi. Au niveau des placements d'objectifs, dans quasiment tous les scénarios, avant, on pouvait les placer à 12 pouces d'une zone de déploiement. Là, maintenant, les objectifs se rapprochent aussi beaucoup plus des zones de déploiement. Donc là, on peut les déployer en moyenne, quasiment. On vérifiera, mais il me semble sur tous les scénarios, c'est à 6 pouces de la zone de déploiement. Les points de victoire de combat, les unités qui valent 0 rapportent bien un point de victoire. Les loups qui coûtaient 0 points, maintenant, quand ils sont tués, ils rapportent un point de victoire, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, changement de scénario. Donc, le premier scénario, donc trône de fer. Qui a été quasiment complètement remanié, j'ai envie de dire. Comme on l'a dit, la mise en place des objectifs, minimum 6 pouces de la zone de déploiement, alors qu'avant c'était 12. C'est ça. Donc toujours 5 objectifs, en sachant que l'objectif central, lui, il va avoir maintenant un effet défini pour tous. C'est l'objectif qui garantit un point de victoire additionnel quand on le score.
Et quand on score les points de cet objectif, l'unité qui contrôle, par contre, se prend un test de panique à -2. Oui. Sur ce premier scénario, on a une première explication des nouvelles règles de contrôle d'objectif Oui. qui sont assez intéressantes et moi qui me plaisent bien. Ouais, alors je les ai testés hier, c'est très très bien. Ça évite justement le double contrôle en se mettant en biais sur 2 objectifs. Ça, c'est plus possible. Et ça demande vraiment de choisir les objectifs qu'on va vouloir claim. Non, je trouve ça, comme tu dis, c'est une bonne chose. Ça évite justement que les swarms s'en sortent trop facilement. C'est très très bien fait. Il faut être entièrement sur l'objectif Pour le réclamer, on va dire. pour le réclamer, oui. Et après, on peut en perdre le contrôle si une unité engagée contre nous est une unité ayant plus de rang Ouais, que nous-mêmes. tout à fait. L'adversaire ne prend pas le contrôle, Non, mais vous en perdez le contrôle. et entre guillemets, il conteste l'objectif, chose qui n'était pas faisable auparavant. Là, il y a le distinguo entre le claim réclamé et le contrôle à proprement dit. On retrouvera cette mécanique de contrôle d'objectif sur d'autres scénarios. Je crois qu'il y a qu'un scénario qui se joue encore avec l'ancienne version, où on n'est pas obligé d'être complètement sur l'objectif pour le réclamer, justement. Ça nous précise dans ce scénario que les socles solo comptent comme ayant autant de rangs qu'il leur reste de points de vie. Ouais. Pour le contrôle et la contestation des objectifs. Ce contrôle d'objectif, t'as bien peaufiné. Prendre objectif avec une cavalerie, on peut se le faire contester par une simple troupe qui a chargé. Et qui a plus de rangs. Et qui forcément n'aura pas subi de perte, sauf si c'est une cavalerie Lannister qui peut éventuellement, avec la suprématie Lannister, peut faire perdre ce troisième rang à l'unité qui a chargé. Tout à fait. Enfin, dans tous les cas, je pense que ça forcera un des deux camps à vouloir reprendre l'initiative s'il voit qu'au point ça va pas le faire et à être un peu plus agressif dans sa manière de jouer. Une nouvelle modification au niveau du scoring. Quand on va arriver à la phase de scoring, on va dans un premier temps, tous les joueurs vont simultanément scorer le même nombre, enfin leur point de victoire par rapport aux objectifs qu'ils contrôlent. On oublie les effets des cartes dans ce premier temps. Donc voilà, si vous contrôlez deux objectifs, vous prenez vos 2 points. Si votre adversaire en contrôle 3, il prend ses 3 points de victoire. Et ensuite, on va résoudre les effets des cartes dans When You Score Points et compagnie. Donc ça, on va le faire alternativement en commençant par celui qui a l'initiative, qui va commencer par résoudre sa carte d'objectif, puis le deuxième joueur, puis le premier, puis le deuxième, puis le premier. Un scénario remanié légèrement, mais surtout une modification dans le contrôle des objectifs qui va impacter énormément. Tout à fait, et dans la manière de scorer en fin de round. Donc le suivant, c'est la bataille des rois. Alors, on a quand même pas mal de changements. Ouais, il y a même déjà des débuts, dès le déploiement, j'ai envie de dire. Ouais. C'est fini, nos petits carrés dans chaque coin. Oui, maintenant c'est tout en longueur. Bon, en longueur, ouais, sur 12 pouces. Toujours des obligations de déployer que 2 unités, mais plus d'obligation de déployer son général. Ou proxy, la notion de proxy a disparu. Tout à fait. Les autres unités qui sont mises en réserve, lorsqu'elles arriveront sur la longueur de déploiement du joueur, elles arrivent sans le pion activation. Oui. En plus, c'est dans la zone de déploiement. C'est pas se mettre sur le bord sur notre bord de joueur, quoi. C'est vraiment donc elles peuvent déjà arriver à portée longue, pas loin de la bagarre, quoi. Autre nouveauté, c'est le fait qu'il ne précise plus que les unités qui reviennent de réserve ne reviennent pas sans leur attachement nommé, sans personnage. Donc là, c'est assez surprenant. Les personnages sont immortels. Je pense que c'est peut-être dans le but aussi d'accélérer un peu le jeu et de ne pas trop favoriser les swarms comme par exemple les peuples libres qui ont beaucoup d'unités qui déjà elles, naturellement peuvent revenir assez facilement et qui se jouent en swarm justement. Et ils sont clairement avantagés sur ce genre de scénario pour submerger leur adversaire. Ce qui fait la force des armées un peu moins populeuses, ça va être les 2 ou 3 personnages nommés qu'on va pouvoir mettre aussi à l'intérieur. Oui. Mais sur ce genre de scénario, c'était très désavantageant d'en avoir beaucoup. Ouais. Après, ils précisent quand même une règle spéciale, c'est sur les bonus de points de victoire qui ne sont pas applicables 2 fois. Oui, tout à fait. Au niveau des réserves et de l'arrivée des renforts,
Donc pareil, pour contrôler un token, il faut le claim, et pour le claim, il faut complètement le recouvrir. Donc c'est la même chose que précédemment. Si vous contrôlez le token le plus à gauche, vous pourrez faire arriver des renforts par le flanc droit. Par contre, eux arriveront activés, contrairement à ceux qui arriveront par votre bord de joueur. Et eux, ils ne pourront pas se déployer à distance ni rien, ils seront obligés de se déployer vraiment en touchant le flanc droit. Quand vous les déployez comme ça, il ne faut pas qu'ils soient à moins d'1 pouce d'unité ennemie. Il y a toujours la règle des 1 pouce par rapport à l'unité qui reste. Après, on a des nouvelles règles au niveau des règles spéciales de victoire. Donc là, la destruction de l'unité du général ne rapporte pas plus 1 PV comme précédemment. Non. L'objectif central rapporte que 1 seul PV, alors que précédemment c'était 2. Tout à fait. Le contrôle d'un objectif par son général rapportera 1 PV supplémentaire. Voilà. Je pense que justement ça force les joueurs à se retrouver un peu au milieu et à se chicaner un peu plus fort qu'avant. Donc oui, c'est un scénario qui a eu des ajustements qui semblent légers, mais qui impactent sur l'ensemble de nos déploiements et de nos stratégies de retour sur le terrain, quoi. Non, tout à fait. Moi, je suis vraiment satisfait là, globalement sur cette mise à jour au niveau des scénarios. Je pense qu'il y a eu un gros rétex de la part des joueurs qui ont fait des tournois de plus grande ampleur que ce qu'on a pu faire en France quand même, notamment je pense aux États-Unis, et ça a bien été écouté et bien pris en compte. C'est vraiment intéressant. En parlant de tournois de grande ampleur, on en parlait en off juste avant. Il y a nos amis de Commander TV qui organisent le 7 et 8 mars à Courcouronnes. Ça pourrait plus ou moins être le championnat de France, vu qu'ils ambitionnent de réunir plus de 100 joueurs. Donc c'est le Master of Westeros. C'est une super nouvelle qu'ils nous ont fait et qu'ils organisent ça avec la contribution d'Asmodée, Edge et Simon. Donc ça, c'est super. C'est fini pour la promo. Eh bien, on continue avec le 3e scénario, un festin pour les corbeaux. Tout à fait. Un déploiement complètement modifié. Oui, ça n'a plus rien à voir. Hormis la portée qui reste la même, c'est le placement des décors qui va être complètement changé, quoi. Oui, même tout le scénario va être changé. Oui, totalement. Donc là, on va avoir deux objectifs sur la ligne médiane, en plein milieu d'un tas de cadavres. Ouais. Tas de cadavres qui ne sont pas sélectionnables en placement de décor. On va avoir toujours la génération de tas de cadavres lors de la destruction d'unités d'infanterie, mais on sera limité à 4 tas de cadavres au total sur le terrain. Ce qui évite, justement, tu parlais tout à l'heure des listes Lannister, qui elles mettaient déjà des tas de cadavres dans leur liste, plus les tas de cadavres qui étaient générés en cours de partie. On se retrouvait rapidement avec 6 ou 7 tas de cadavres sur la table, c'était pas possible. Donc on oublie complètement les règles de test de morale à chaque activation à 6 pouces de tas de cadavres pour mettre tout ça, ça disparaît. C'est plus un scénario de poutre, hein. Bon, c'était vraiment un scénario de poutre, il faut être passif. Là, faut aller chercher les points d'objectif. Il y a une notion vraiment de contrôle d'objectif de ces tas de cadavres-là qui est un peu différente des nouvelles prises d'objectifs qui ont été mises à jour. Le point particulier, c'est que chaque pion objectif sera impérativement sur une pile de cadavres. Et quand vous générez une nouvelle pile de cadavres, ça génère un nouveau point d'objectif. Donc là, pour claim un objectif, il n'y a plus besoin de le recouvrir intégralement. Il suffit juste qu'il y ait une partie de votre socle qui le recouvre, en fait, pas intégralement. Et une fois que c'est fait, effectivement, vous mettez le token objectif sur votre unité. L'unité ne peut contrôler qu'un seul objectif à la fois. Si jamais l'unité qui contrôle déjà un objectif finit son mouvement au-dessus d'un autre token, donc c'est votre adversaire place ce token n'importe où en touchant la pile de cadavres sur laquelle elle était posée initialement. On peut le mettre en lisière du tas de cadavres. C'est tout à fait. Si une unité qui contrôle un objectif finit son action qui, elle, ne touche plus un tas de cadavres, elle perd son token objectif. Et votre adversaire peut placer ce token n'importe où en touchant le tas de cadavres auquel ce token était lié. Donc c'est là où c'est intéressant. Là, tu disais tout à l'heure, il y a une notion de on prend les objectifs, après il faut les contrôler, il faut les garder. Mais attention, si on se fait chasser notre objectif, on perd aussi donc, notre token et l'adversaire va forcément pouvoir le replacer en plus avantageusement pour lui. Et enfin, si l'unité amie
tient un pion objectif, rate un test de panique ou est détruit. Unité ennemie, choisie par notre adversaire, qui touchait la pile de cadavres sur laquelle vous étiez, claim ce token, le récupère. Donc du coup, il va le placer sur son unité. Si jamais il n'y a pas d'ennemi parce que ça a été tué par un effet quelconque ou un test de panique raté, votre adversaire placera ce token n'importe où du moment que ça va toucher la pile de cadavres auquel il était affilié. Au niveau du scoring, donc comme d'habitude, ça commence toujours à partir du round 2. C'est pas la peine de se précipiter dès le round 1 pour prendre les objectifs tout de suite. Il faut se positionner. Sur round 1, c'est un peu le round qui permet de rattraper ses erreurs de déploiement. Donc à partir de round 2, chaque joueur va scorer forcément un point de victoire pour chaque token objectif qu'il contrôle, et les objectifs contrôlés par le commandant de notre armée permettent de scorer un point de victoire supplémentaire. Les commandants d'armée, j'ai l'impression que dans cette version 1.4 reviennent vraiment sur le terrain. C'est plus trop la peine de prendre des commandants en tant que NCU. C'est peut-être bien d'en avoir une liste secondaire au cas où, en fonction de son adversaire. Mais je vois par exemple les gardes de nuit qui jouaient beaucoup, sauf quand ils jouaient Jon Snow, mais là on voyait avec les héros 1 qui étaient arrivés des listes où il n'y avait quasiment que des NCU qui commençaient à apparaître. Ça va peut-être permettre de revenir un petit peu avec un général qui se met un peu plus en danger, quoi. Après ce festin, on va attaquer. On va aller faire un tour dehors et ce sera les vents de l'hiver. Donc au niveau déploiement, petit changement puisqu'on peut mettre maintenant les objectifs à 6 pouces de la zone de déploiement et non plus comme anciennement à 12. Au niveau règles spéciales... Grosse révolution. Ce scénario-là, il était souvent décrit en tournoi parce qu'il y avait trop de hasard. Souvent les joueurs se plaignaient en disant voilà, si on chope une bonne main, si on a de la chance sur nos cartes mission secrète, un adversaire va vite scorer. Et c'est vrai qu'on a vu des parties se finir en même pas 3 rounds. Parce que vous aviez une bonne main et que votre adversaire, il arrivait à rien sortir du tout. Vous étiez 10 points en 3 rounds et c'était pas super équitable. Là, ce coup-ci, on va pouvoir piocher d'entrée de jeu 5 cartes mission secrète. À partir du round 2, au début de chaque round, chaque joueur sélectionnera une carte mission secrète qu'il a dans sa main et va la mettre face cachée. Ce sera la mission secrète qu'il devra accomplir pendant ce round. Mais il peut en jouer qu'une seule. Il peut avoir qu'un seul objectif mission secrète à la fois, plus la mission ouverte. Voilà. On ne pourra pas scorer et la mission commune aux deux et 2 ou 3 missions secrètes. Comme c'était le cas avant. Là, après, maintenant, il y a une règle spéciale qui vient se rajouter. C'est quand on a un de nos NCU qui vient réclamer la zone de correspondance, donc avec la petite enveloppe, on peut remplacer la zone de la correspondance par l'effet suivant. On place un token condition sur un ennemi combattant et ensuite piocher une carte mission secrète. Et si on n'a pas encore révélé la mission secrète qu'on devait faire pendant ce round, on peut la switcher, la remplacer avec une carte de mission secrète qu'on a déjà dans notre main. Donc ça veut dire qu'au cours de route, si vous vous rendez compte que la mission que vous avez sélectionnée, ce n'était pas jouable, en vous emparant de la correspondance, ça vous permet déjà, de mettre un token condition sur l'unité ennemie, ça c'est toujours le petit bonus qui fait du bien, mais ça vous permet surtout de changer de mission secrète en cours de route. Ça atténue l'effet aléatoire de la précédente version. Ça évite de scorer en série, comme tu disais tout à l'heure. C'est que, dans le meilleur des cas, vous accomplirez votre mission secrète que vous avez sélectionnée, plus la mission ouverte. Mais ça n'ira pas plus loin. Il y aura toujours un peu d'aléatoire, forcément, mais ça reste tempéré. Et un petit plus du tableau stratégique est intéressant. Tout à fait. Sachant que pour les missions secrètes, donc maintenant quand on doit contrôler un objectif, il faut le claim. Pour le claim, on revient à la nouveauté, c'est-à-dire qu'il faut entièrement le recouvrir. Le contrôle n'est valable que si on n'est pas engagé au corps à corps avec une autre unité ennemie qui, elle, possède plus de rangs que nous, sinon on ne contrôle plus l'objectif. Et toujours les solos qui sont considérés comme ayant autant de rangs qu'ils ont de points de vie restants. Au niveau des règles spéciales de scoring, donc les règles de scoring par le combat, c'est-à-dire quand notre unité ennemie ne rapporte pas de points de victoire dans ce scénario-là. À partir du round 2, donc les joueurs peuvent remplir la mission secrète pour récupérer les points de victoire qui leur sont dévolus. Et une fois qu'une mission secrète a été révélée ou accomplie, elle est défaussée. Oui. À moins qu'il y ait un autre état qui nous dise de faire autre chose. À la fin du round, l'objectif que l'on a posé, il est défaussé qu'on l'ait scoré ou pas. Et voilà pour ce scénario. Un autre scénario qui a été modifié, c'est Feu et Sang. Dit le scénario de la poutre quand même, avec des zones de déploiement à 18 pouces, autant dire qu'il nous reste
plus grande place pour faire grand-chose. C'est le seul scénario qui reste où c'est vraiment de la poutre. Hein. Les autres scénarios sont tous passés en objectif. Oui. Après, il y a des petites nuances qui évitent la poutre trop facile, on va dire. Par rapport à précédentes versions, donc, on marque toujours 2 unités adverses, en sachant qu'on n'a plus le droit de marquer une unité qui coûte 0. Tout à fait. La règle spéciale de l'unité qui est marquée, c'est qu'elle gagne plus de dés d'attaque, Oui. que ce soit en mêlée ou à distance. Ça, c'est un petit bonus que je trouve intéressant. Oui. Il y a toujours, quand notre commandant s'active, il peut sélectionner une unité ennemie combattante à portée longue et placer un point de victoire dessus, histoire d'augmenter un peu la cagnotte si jamais on le dessoude. Les autres points de victoire gagnés sont inchangés. Plus Non, un point pour une unité qui est détruite par une unité marquée et plus Voilà. 2 points de victoire pour une unité marquée détruite pour l'adversaire. C'est ça. Donc voilà, donc c'est un petit changement assez sympathique. Voilà, c'est celui vraiment qui a subi le moins d'ajustements au final, entre lui et Danse des Dragons qui lui n'en a pas subi du tout. Après, on arrive à ceux qui n'ont pas eu de changement, c'est la Danse des Dragons, donc lui il y a vraiment zéro modification. Non. On va avoir par contre une toute nouvelle mission, Dark Wings, Dark Worlds. Que la zone de déploiement pour chaque joueur est à portée courte. On va replacer un token objectif au centre de la table. Les joueurs vont jeter un dé. Celui qui a fait le jet le plus haut va placer un token objectif sur le champ de bataille, n'importe où, tant qu'il n'est pas à moins de 6 pouces de la zone des déploiements, et tant qu'il ne se trouve pas non plus, faut qu'il soit au-delà des 6 pouces. C'est un autre token objectif. On fait ça jusqu'à ce qu'il y ait 5 tokens sur la table. Alors, au niveau des règles spéciales, au début de la partie, avant le déploiement, on va tirer 3 cartes mission secrète et les mettre face révélée. On ne tiendra pas compte des textes qui sont dessus, qui concernent défausser si cette carte est révélée comme étant une mission ouverte, ou révéler cette mission de camp. On ne tient pas compte juste de cette partie de texte, ça n'annule pas le reste du texte, la carte reste valable. À la fin de chaque round, une fois que les conditions de victoire ont été vérifiées, le premier joueur peut tirer une carte du deck de mission secrète, et cette nouvelle carte qu'il a tirée, il peut l'utiliser pour remplacer une des 3 cartes qui est révélée. S'il le fait, vraiment, il est obligé de remplacer une des 3 cartes. Si une carte mission secrète nous dit qu'un joueur doit choisir une unité et ou un objectif, en fait, c'est tous les joueurs choisiront une unité et ou un objectif. On peut sélectionner différentes unités ou objectifs par rapport à son adversaire, il n'y a pas de problème. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 cartes missions secrètes sont communes. C'est un peu comme les missions ouvertes dans le scénario précédent, les vents de l'hiver. Sauf qu'il y a quelques conditions de cartes en fait, dont on ne tient pas compte. Celle qui nous demande de les défausser si c'est une mission ouverte, ou de révéler cette mission quand. Au niveau règles spéciales sur les objectifs, on retrouve les nouvelles règles de contrôle. Au niveau scoring, en fait, il va falloir atteindre un seuil de points de victoire avec plus de points. Donc, en général, pour les tournois, pour 40 points, c'est 10 points de victoire. Donc là, il faudra atteindre 12 points de victoire. Ouais. Un petit changement qui a quand même son importance. On ne score pas de points de victoire par les combats. Évidemment, on ne score qu'à partir du tour 2. Donc encore un scénario à objectif. Je ne l'ai pas testé, toi non plus, je crois pas, Benito. Non, pas du tout, non. Pas encore. Sur le papier, je demande à voir. Ça a l'air assez sympa. À mon sens, les scénarios objectifs seront toujours plus intéressants que les scénarios de poutre pure. Moi, je faisais souvent la grimace quand c'était Fire and Blood. Je trouvais ça pas très intéressant, quoi. Dès qu'il y a des objectifs, je trouve ça. Voilà, il y a une espèce de positionnement qui est intéressant. C'est pas parce qu'on a la supériorité militaire qu'on a forcément la supériorité dans le scoring au niveau du jeu. Donc, je demande à tester, ça a l'air pas mal. Donc au final, tu es assez gâté puisque tu as quand même 6 missions sur 7 qui sont sur les objectifs. Oui, tout à fait. Ils ont profité aussi pour dire qu'ils ont supprimé le scénario. Tempête d'épée. Je pense que c'est un bon scénario à faire entre copains, mais en tournoi, effectivement, qui n'avait aucun intérêt. Globalement, je pense qu'on peut être satisfait de ces changements. Je regrette que ce soit des changements. J'aurais préféré qu'ils renomment les scénarios, qu'ils en fassent d'autres, et garder les anciens en ne les autorisant plus en tournoi.
Bon, même si certains c'était que des ajustements, mais bon, typiquement, un festin pour les corbeaux, pour moi, c'est un autre scénario. C'est plus le même Ah ouais, scénario. non, ils ont gardé le même nom, mais ils ont enlevé le mode de jeu. Je trouve un peu dommage d'avoir utilisé le même nom. Mais rien de grave, hein, qui continue à nous fondre de bons scénarios et c'est le principal. Moi, franchement, je pense que ça fait du bien. Je pense que ça montre la volonté de Simon d'accentuer le mode compétition, compétitif. Bah, quoi qu'on en dise, alors c'est vrai que le gros des acheteurs, ça va être un peu monsieur tout le monde qui joue le dimanche après-midi avec Fiston dans le garage. Ça, effectivement, c'est ce qui va rendre le jeu rentable ou pas du tout. Mais ce qui va faire vivre un jeu, ça reste quand même le mode de jeu organisé, quoi. C'est ça qui va donner de la visibilité au jeu, qui va aussi pouvoir donner un peu une idée de l'état de santé aussi du jeu, en fonction de la fréquentation. Et les tournois, faut pas en avoir peur. Là, j'ai la sensation que ça fait quand même peur à pas mal de monde, malgré tout. Pour l'instant, on n'a mangé personne, du moins sur Paris. Sur Bordeaux, il n'y a pas eu de... Il y a pas eu de perte à déplorer non plus. En tout cas. Ça reste un moment qui reste convivial et en fait, il ne faut pas les prendre comme en disant je suis en train de jouer ma carrière de joueur, c'est bon. Non, c'est juste l'occasion de faire 3 ou 4 parties d'affilée sur la journée avec des personnes différentes. C'est juste ça. Non, c'est assez agréable, puis ça permet aussi de voir les erreurs qu'on pouvait faire au niveau règles, Ouais. ou même au niveau jeu, de s'améliorer. Et puis Tout à fait, ouais, voilà, faut le prendre comme ça, comme tu dis, ouais, faut le prendre pour s'améliorer au niveau du jeu et de jouer de la manière la plus proche des règles comme elles ont été pensées, le plus propre possible. Et on peut faire des erreurs, c'est pas grave. oui, C'est oui, pas bien grave. sûr. Au contraire, c'est très très bien d'avoir des nouveaux joueurs qui viennent comme ça. C'est pas pour la gagne, c'est aussi un moment d'échange, quoi. On voit que là, au niveau quand même compétitif, il y a quand même du répondant au niveau des joueurs, puisque Ouais. le tournoi organisé par Commander TV là, début mars devrait être complet. Puis, Pour ceux qui sont en région parisienne ou proche Paris, il y a une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Maxi Rêve, qui organise un tournoi également le 2 novembre. C'est l'instant pub. Attention, on fait de la pub partout pour les tournois. Non, mais voilà, je parle un peu de ce que je peux connaître. Donc, effectivement, Maxi Rêve organise son deuxième tournoi. Ceux qui ne sont jamais allés à Maxi Rêve, sincèrement, c'est une boutique qui vaut le détour. Alors, bon, elle n'est pas facile d'accès par voie ferroviaire, mais par l'autoroute de Paris, c'est à 1h15, 1h20 grand max. Vous mettez à 3 ou 4 dans une voiture, sincèrement, ça se fait très bien, quoi. et puis le patron père et fils, Ah, il y a un duo. ils sont très sympas, ils sont Exactement. Très très serviable, très commerçants. commerçant. Ouais. Et rien que le repas là-bas, ça vaut le déplacement. J'ai jamais aussi bien mangé dans un tournoi. C'est pas compliqué. Là-bas, c'est le top de la restauration. C'est effectivement l'épouse du patron qui fait la cuisine. C'est la maman justement de Mathieu qui fait ça. Et, non, non, c'est très très bien. Honnêtement, on est super bien reçus. On joue dans de belles conditions. C'est justement dans une salle avec des voûtes là qui est éclairée en bas. C'est vraiment top, c'est agréable. Et je fais un peu de rabattage pour mon ami Olivier qui organise un tournoi sur Dijon aussi, le 10 novembre. Il reste 2 ou 3 places, donc si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à y aller. Dijon, c'était la première ville qui reste chère à mon cœur, parce que c'est là où j'ai réussi à trouver de la carmélite en pression. Voilà, après avoir arpenté quasiment tout le nord pour trouver de la carmélite en pression, il a fallu que j'en trouve à Dijon. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour les tournois de personnes qu'on connaît, nous, on va dire, physiquement. Et après, vous allez sur le T3, il y a plusieurs tournois qui sont organisés au moins jusqu'au mois de mars. Là, en regardant rapidement, pour le mois de novembre, il y en a 7 ou 8. Décembre, c'est un peu plus calme. Bon, décembre, c'est toujours un peu calme. Il y a un petit tournoi à Bordeaux. Exactement, moi je viens de le voir, le 8 décembre. Bah oui, parce qu'on parle des autres, mais on parle pas trop de Bordeaux. Effectivement, le 8 décembre, à proximité de Bordeaux, un tournoi qui est. Après, moi, ce qui me sidère un peu sur ce jeu-là, c'est quand je regarde tous les tournois les plus, pas les plus connus, mais dans des lieux qui étaient déjà des lieux à tournois, mais ils sont quasiment tout le temps pleins, quoi. Non, ça tourne bien, c'est agréable. Oui. Il y a d'autres jeux de figurines qui ont été lancés dans un univers sur Star Wars, par exemple, qui ne peuvent pas se vanter
ce genre de succès immédiatement. Bon, mais écoutez, on a passé un très bon moment avec vous pour échanger sur ces modifications de mode de jeu et de tournoi. On espère vous retrouver très bientôt, soit à un tournoi, autour d'une table sur une partie amicale, ou dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les généraux, à bientôt. Au Bye. revoir tout le monde.